Merci à vous d'être présent. On va pas perdre une minute. Je vais commencer directement avec vous, Monsieur Banteny. Donc je rappelle, vous êtes PDG de la société Esterel Technologies, donc qui est membre de l'IRT et qui était, oui, c'est ça, qui était même champion du pôle systématique Paris-Région. J'avais une question en fait. Qu'apporte de plus l'IRT à une société comme la vôtre par rapport à ce que vous faisiez avant? Très bien. Alors, une société comme la nôtre, d'abord, qu'est-ce qu'elle fait? Esterel Technologies, c'est le leader mondial des outils de développement de logiciels et de systèmes embarqués critiques, donc dans des secteurs comme l'aéronautique, l'automobile, les transports, l'énergie. Et donc, notre métier, c'est de fournir des outils de développement à des entreprises industrielles, des grands groupes ou des sociétés de services ou des PME pour développer des systèmes embarqués. Alors notre métier, c'est extrêmement bien résumé par 3 des missions de l'IRT. C'est la conception, la modélisation, la simulation. Avec nos outils, vous faites ça. Et pour faire des bons outils, eh bien, il faut systématiquement les confronter aux besoins d'utilisateurs, aux besoins du marché, et donc expérimenter. Et pour nous, l'intérêt de l'IRT, c'est que des grands industriels, comme Alstom, comme Renault, comme Valeo, comme tous les partenaires comme Airbus Group, tous les partenaires de l'IRT peuvent bénéficier d'une plateforme technologique dans laquelle l'ensemble de nos outils sont déjà présents. Donc ce qui est suite, ce qui est display sont utilisables par l'ensemble des partenaires de l'IRT pour expérimenter et développer des nouvelles applications. Donc par exemple, dans l'élément de démo, il y a une application tout à fait sympa qui permet de simuler et de développer des systèmes d'ouverture, fermeture de portes de train et de métro, qui apparemment a l'air d'être un sujet relativement important pour les opérateurs de transport, et ça de manière à faire des simulations fonctionnelles, dysfonctionnelles, et de pouvoir développer du code qui soit sûr, parce que bien évidemment c'est un exemple d'application critique. Donc c'est pour nous quelque chose d'extrêmement important dans notre stratégie de peu d'innovation, d'avoir un retour d'utilisateur, et puis aussi d'explorer des nouveaux usages, parce que quand on fournit des outils, on ne sait pas toujours extrêmement bien comment les clients, les utilisateurs les utilisent. Ils ont plein de bonnes idées, et donc ça permet d'incorporer toutes ces bonnes idées dans les releases successives, les générations successives des produits qu'on développe. Merci à vous. Je vais passer à Monsieur Éric Conti, qui, donc, je le rappelle, est directeur de l'innovation et de la recherche au sein de l'entreprise SNCF. Donc, Monsieur Conti, pour reprendre l'intitulé de la table ronde, en quoi cette IRT est créateur de valeur pour une entreprise comme la vôtre, qui, on peut se le dire, enfin, on vous attend pas forcément dans ce type de partenariat et pas forcément sur ces sujets-là. Oui, alors effectivement, on n'est pas membre fondateur. Nous, on est venu dans la course au gré des contacts. Alors, je vais raconter un petit peu l'histoire. La SNCF aujourd'hui, c'est une entreprise dont l'enjeu pour l'avenir, c'est la mobilité. On transporte 10 millions de clients par jour de par le monde. On fait 30% de notre chiffre d'affaires maintenant à l'international. Et notre avenir, c'est clairement les grands centres urbains et la mobilité dans les grands centres urbains. Aujourd'hui, par exemple, on exploite à Boston, on exploite en Chine, à Wuhan, on exploite à Melbourne. Et notre avenir, il va se jouer sur quelle réponse on peut apporter dans les grands centres urbains. Or, dans les grands centres urbains, comme vous le savez, on est confronté à des problèmes de ressources, des problèmes économiques, et l'optimisation, la modélisation, la smart city sont un élément essentiel à une bonne gestion de la ville, et notamment sur le plan de la mobilité. Notre approche de la mobilité aujourd'hui, c'est plus une mobilité où on offre une offre de transport. On va se préoccuper, on va faire de l'intermodalité. On va se préoccuper en fait de la demande de nos clients du début à la fin, et on va leur offrir des services qui vont porter au-delà de l'offre d'un transport sur la stratégie qu'ils peuvent avoir en matière de mobilité, notamment quand il y a des aléas, quand il y a des dysfonctionnements, quand il y a de la saturation. Faut savoir que 70% de nos clients ne font pas bien que ce soit des clients dans les grands centres urbains, ne font pas un trajet qui est le même tous les jours. Ils changent de trajet parce que c'est leur travail les amène à ça, ou parce que il y a des touristes, voilà. Donc il y a toute une relation qu'il doit avoir avec ses clients sur sa stratégie. Il y a quelques années, c'est des sujets qu'on savait pas vraiment attraper, mais avec le choc des nouvelles technologies, on a un gisement de possibles qui devient
devient très très grand. Ouais. Aujourd'hui, avec un petit boîtier comme ça, qu'on a développé avec des entreprises de petite taille, on peut compter le nombre de personnes qui sont présentes dans une gare, le nombre de personnes qui sont présentes dans un train. 60% de nos clients sont équipés de mobiles, donc on est en mesure d'avoir la trace mobile de tous ces clients. Et tout ça, c'est autant de données qui nous confrontent à nos métiers d'origine. C'est qu'on ne sait pas très bien comment utiliser, exploiter ces données. Et bien sûr, quand on veut être un leader de la mobilité, c'est un gisement de valeur énorme. Alors, juste pour terminer et revenir à l'IRT, comment est-ce que ça nous amène à l'IRT? Quand on a voulu regarder ce problème et se dire c'est quoi les métiers nouveaux, c'est quoi les techniques nouvelles qu'il faut que l'on mette en place autour de la donnée pour rentrer dans une relation nouvelle, renouvelée avec nos clients, on avait identifié, on s'est dit on va faire de l'open innovation, on va aller chercher des partenaires parce que nous on n'est pas spécialisés de ça. On avait identifié une PME qui est Cosmo, dont Michel, je pense, nous parlera comme étant quelqu'un de tout à fait pertinent. Et on avait bâti un projet avec lui, et c'est de fil en aiguille que nous sommes donc arrivés dans les murs de CERT-IRT, et qu'aujourd'hui, donc on n'est pas membre fondateur, mais on souhaite être complètement partie prenante parce qu'on a des besoins, on a des idées, on a des demandes, et donc on a déjà commencé par monter un premier partenariat qui s'appelle MIC. MIC, ça veut dire modélisation des systèmes de systèmes, là, comme on l'a expliqué tout à l'heure. On est dans le thème. Là. I, ça veut dire intermodalité, hein, donc c'est pas que le ferroviaire, c'est aussi la marche à pied, c'est aussi les vélos, c'est aussi les taxis, c'est tout ça. Très bien. Et puis c'est communication, donc c'est comment capter l'information de nos clients, mais c'est aussi comment revenir vers eux en leur expliquant des stratégies et dans un système, en fonction de l'information qu'on va pousser, on va pouvoir influencer la stratégie, on va pouvoir apprendre d'ailleurs de l'observation des données comment nos clients réagissent à l'information qu'on leur pousse et rentrer donc dans un système beaucoup plus vertueux. Très bien, merci Monsieur Conti. Et on a d'autres projets encore qui maintenant arrivent. Je vais passer la parole à votre voisin, monsieur. On continue dans les Eric, c'est très bien. Monsieur Éric Dussault, directeur scientifique d'Airbus Group Innovation. Monsieur Dussault, quand je vous ai eu au téléphone pour préparer cette table ronde, vous aviez été assez surpris par la rapidité avec laquelle l'IRT avançait, notamment par rapport aux projets de type, on peut dire, FUI ou européen. Pouvez-vous nous détailler cet aspect-là ? Oui, j'ai beaucoup participé à des projets de type FUI, projets européens et autres projets en collaboration. À l'IRT, on invente un nouveau truc qui est la colocalisation. Ouais. Alors on invente, on retrouve... Alors, ce que j'ai trouvé moi particulièrement efficace sur l'aspect Système X, c'est le fait qu'il y a de la souplesse et il y a de la réactivité, il y a beaucoup de pragmatisme. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on lance un projet, on démarre toujours à plusieurs et on fait une ébauche, on fait une proposition. Le temps qu'elle soit financée, il se passe plusieurs années. Et au moment où on la réalise, on découvre qu'il y a des choses qui ont changé. Ici, ça a été vraiment épatant. C'est-à-dire que les gens se sont mis ensemble, ont accepté de rediscuter un certain nombre de sujets, de les adapter, de les enrichir, et ça s'est fait assez naturellement. Alors pourquoi ça s'est fait vite ? Parce que la colocalisation faisait que les gens se voyaient toutes les semaines, 1 jour, 2 jours par semaine, ça paraît pas beaucoup, mais c'est largement suffisant. Moi je trouve que par rapport à ce que j'ai vécu dans d'autres projets, par exemple des gros projets européens, en 6 mois, oui. On a gagné plus de 6 mois de maturité. Le deuxième truc qui a été vraiment fondamental, c'est que on a détaché du monde sur place. Alors ça, c'est pas évident. On en parlait de la société 2.0. On est plutôt dans les entreprises qui ont un mode de raisonnement au niveau des ressources humaines et des chefs de projet 0.0. Hein, c'est-à-dire, alors, ça, c'était le pragmatisme. On a accepté de démarrer avec des gens à temps très partiel. Il y a des avantages, mais il y a beaucoup d'inconvénients. Mais finalement, ça a marché parce que les entreprises ont, semble-t-il, bien joué le jeu, détachant à la fois des gens qui savent prendre des décisions, donc des managers et des managers de assez haut niveau, oui, ça, parce qu'il fallait s'engager, il fallait montrer l'exemple, et puis des ingénieurs qui arrivent à faire la liaison avec les ingénieurs locaux, avec les thésards, etc. Donc, en gros, on a réussi le décollage. Reste à passer en vitesse de croisière. D'accord, très bien. Avant de passer la parole à M. Morvan, M. Bantegny, vous voulez... Oui, c'est juste une incidente, mais si mon calcul est bon, il faut 36 fois moins de temps pour lancer un projet dans l'IRT que pour construire une ligne de bus. C'est ça, beau calcul. Monsieur Morvan, donc je rappelle que vous êtes président et cofondateur de la société The Cosmo Company, donc une PME, vous êtes 30, c'est ça, une trentaine. La question est très claire, d'aucuns prétendent que l'IRT est quand même fait pour les grands groupes, moins pour les PME. Alors qu'est-ce que vous venez faire dans l'IRT finalement, en tant que PME ? Alors,
Oui, donc nous on est effectivement une toute petite société, on a 3 ans et demi, et on est vraiment, pour le coup, en termes de technologie, au cœur des problématiques de l'IRT, ce qui était la première raison pour laquelle on a été en contact avec l'IRT, puisqu'on fait de la modélisation et de la simulation des systèmes complexes. Et je dois dire, quand j'ai écouté ta présentation, Michel, j'avais l'impression que tu allais faire la promotion de Cosmo. Donc je veux te dire une chose, si dans un moment donné tu cherches un job, voilà, donc non, c'est exactement les choses qui ont été présentées, ce genre de système qu'on modélise. Alors pourquoi pour nous, petite structure, effectivement, l'IRT, on le voit vraiment comme un plus, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est de manière générale un moyen de faire connaître notre plateforme de modélisation et de simulation, puisque c'est une des briques technologiques qui est proposée par l'IRT à ses partenaires dans le cadre des projets. Et donc typiquement dans le projet MIC qui a été mentionné par Eric Conti, c'est une des technologies qui va être utilisée. Et donc pour nous, la faire connaître de cette manière-là, c'est très important. Le deuxième point qui est évidemment relié, c'est que au début, quand vous avez une start-up, hein, puisque nous on était il y a 3 ans et demi, on était 0, enfin on était 1 ou 2, et puis petit à petit on a grossi. Au début, vous mettez toute votre énergie dans la R&D, mais assez rapidement, vous avez besoin d'avoir des clients. Et rapidement, et vous avez besoin de faire rentrer du cash dans la société, parce que sinon vous avez un problème et la société va pas pouvoir durer. Et pour nous, avoir accès aux clients, avoir la possibilité non seulement qu'ils voient notre technologie, mais de pouvoir travailler avec eux, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir faire des projets, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nos clients, c'est les grands groupes. Les grands groupes sont dans l'IRT, oui, et pour nous, c'est extrêmement utile. Et donc vous y êtes aussi. D'accord, très bien. Je vais passer la parole à Monsieur Rosy, donc professeur et directeur de la chaire Henri Berlioz à Centrale Supélec. Monsieur Rosy, vous êtes un peu, si je puis me permettre, la caution académique de cette table ronde. Que peut apporter l'IRT à la recherche publique? Question un peu large, hein, je vous l'accorde, mais... Oui, j'ai fait un certain nombre d'allers-retours entre l'industrie et voilà, ce qui me permet d'avoir une vision sur le sujet, mais qui est peut-être pas forcément celle partagée par tous mes collègues chercheurs. Mais bon, je vais essayer de donner ma vision en tout cas. Allez-y. Ce qui me semble, c'est que il faut se garder d'une vision trop mécanique. J'ai entendu parler d'innovation, etc., du passage de la recherche académique à l'application industrielle. C'est-à-dire que ça marche pas comme ça. On commence à réfléchir dans l'absolu dans le laboratoire, et puis après, il y a des gens qui s'occupent de industrialiser un peu ça, puis on passe à l'application. Si on pense les choses comme ça, on va pas y arriver. Clairement, socialement, qu'est-ce que c'est un chercheur, finalement? C'est quelqu'un à qui on donne du temps pour réfléchir sur, en gros, le sujet de son choix. Je la fais un peu courte, mais si vous réfléchissez comment ça marche pour de vrai, ça ressemble à ça. Et donc, la question, c'est comment on peut faire en sorte que les chercheurs, ils aient envie de réfléchir à des sujets de la vraie vie et pas à des sujets, disons, internes à la science. Voilà, ce qui est un peu le cas. Non, mais disons-le franchement. Moi, j'ai commencé ma carrière en tant qu'informaticien théoricien. La préoccupation des applications était, on va dire, secondaire. Et puis un jour, complètement par hasard, je me suis aperçu que les machins que je développais, ça pouvait être utile à la sûreté de fonctionnement des avions. Et là, je me suis dit, ah bah c'est quand même sympa, et donc il faut avancer comme ça. Et je crois vraiment que l'IRT, pour revenir au sujet, ça peut être le lieu où on donne envie aux chercheurs, et aux jeunes chercheurs en particulier, de s'intéresser à des problématiques de la vraie vie, concrètes, et de s'apercevoir qu'il y a énormément de problèmes conceptuels, scientifiques, passionnants, qui sont issus de la vraie vie, de la vie concrète. Et pour ça, il faut un lieu. Et l'IRT, ça peut être ce lieu-là. Voilà. D'accord. On en reviendra tout à l'heure dans un second temps. Je vais revenir à Monsieur Banteny pour un sujet, un peu plus polémique, on va dire. Vous m'avez dit que les règles de pays posaient pas de problème, on va pas se mentir non plus, mais que ces règles-là pourraient évoluer et ça permettrait à l'IRT d'aller plus vite. Voilà, je vous laisse développer ce point. La question initiale, c'était comment est-ce que l'IRT pourrait faire encore plus ou encore mieux? Comment aller plus loin? On peut toujours avoir une ambition d'amélioration continue. Je pense que, là, je parle sous contrôle de toutes les personnes qui ont été dans le lancement des IRT. Une des logiques, c'était de mettre en commun des moyens, des ressources sur un lieu donné et donc de partager des équipements. Absolument. Oui. Quand on fait de l'innovation logicielle, il y a comme énormément d'innovation logicielle. Nous, on a un labo commun dans le bâtiment juste à côté qui développe une ligne de produits
aujourd'hui un labo commun entre notre société et le CEA, on fait de l'innovation logicielle. À la fin, on a quelques millions de lignes de code qui sont exclusivement de l'innovation logicielle. Ça crée de la propriété intellectuelle. Et la perception, je pense, d'un certain nombre d'éditeurs de logiciels, c'est que les règles de fonctionnement des IRT ont été conçues pour du partage de propriété matérielle ou d'équipement, mais quand on est éditeur, que ce soit PME, start-up ou grand groupe, ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir maîtriser cette propriété intellectuelle et essentiellement de faire en sorte que les développements qui soient réalisés ou qui soient expérimentés dans le cadre de l'IRT, où la propriété intellectuelle puisse continuer à être exploitée par les éditeurs et que l'IRT dispose de licences d'usage, comme c'est dans le cas d'un équipement, vous en avez un usage. Et je pense que dans le montage initial des IRT, un certain nombre de coopérations ne sont aujourd'hui pas possibles parce que les règles de propriété intellectuelle qui ont été, je dirais, imposées par le schéma initial... Parce que c'est l'IRT qui possède l'API aujourd'hui. Voilà, donc le fait que l'IRT soit exclusivement possédée par l'API et ne puisse pas rester au sein des éditeurs, l'IRT en ayant une licence la plus large possible, bien sûr, pour pouvoir avoir un retour économique, je pense que c'est un verrou. Alors un verrou, je pense, qui est assez clairement identifié, je pense, par tout le monde et qui nécessitera peut-être, je l'espère, quelques adaptations, de manière en particulier à pouvoir faire en sorte que des startups, pour les grands groupes c'est un petit peu moins embêtant, problématique, mais que des startups voulant monter des labos communs ou des actions dans le cadre de l'IRT puissent pouvoir garder cette propriété intellectuelle pour les sociétés et puissent lever des fonds, parce que si vous voulez lever des fonds, ça m'est arrivé à peu près 4 fois, donc je parle d'expérience sur 5-6 sociétés. Si vous expliquez à un investisseur que vous n'avez pas l'entièreté de la liberté de votre propriété intellectuelle, vous ne levez pas de fonds. Point. C'est assez binaire. Mais concrètement, vous pensez que c'est possible ? Parce que beaucoup de gens sont d'accord avec vous, ça c'est évident, mais faire bouger les lignes... Ça c'est plus une question pour à poser au CGI, oui. À poser à ceux qui régulent l'ensemble de la belle architecture. Et c'eût été une question pour Louis Gallois. Louis Gallois, malheureusement. Monsieur Conti, justement, comment ça se passe à la SNCF ? Alors comment vous voyez ces questions de pays Déjà, je voudrais ajouter sur l'intérêt de l'IRT tel qu'on l'a évoqué là, qu'il y a pour moi un vrai service il y a une vraie notion de service qui est intégrée à l'IRT qui n'existait pas forcément dans les montages précédents de pôles de compétitivité ou de projets partenariales. Enfin, l'expérience qu'on a pu avoir nous sur les projets qu'on monte là, et notamment le premier projet MIC dont j'ai parlé, c'est que il y a vraiment eu une prise en charge et une volonté de discuter avec nous et d'articuler les différents acteurs. On est plusieurs acteurs sur ce projet et puis de converger vers un résultat. Alors sans doute d'ailleurs que la vitesse dont on parlait tout à l'heure y est pour quelque chose et de prendre en compte aussi nos exigences. Nous avons des exigences sur... Alors on va parler de la propriété intellectuelle. Hein, bien sûr, allez-y. Mais nous avons aussi des exigences, par exemple, sur les délais. Alors je vous ai dit qu'on a déjà des exigences sur le contenu. Hein, il ne s'agit pas de faire des recherches, il s'agit de faire bouger un système industriel. Et puis nous avons aussi des exigences sur les délais. Il est très important pour convaincre les opérationnels chez moi, pour convaincre les dirigeants que les résultats ils soient produits dans les 9 mois. Alors après, on peut faire des recherches qui sont compatibles avec des tests sur 4 ans, mais il faut que ça produise par étapes. Et on a su obtenir gain de cause sur ces demandes-là avec des propositions très concrètes qui nous ont plu. De même que sur le choix des doctorants, on a été très fortement associés au système. Et ça vraiment, je pense que il y a un vrai service, il y a une vraie valeur. Et nous, en tout cas, on y est attachés parce que on sait ce qu'on veut. Et par contre, on a envie d'avoir en face de nous des gens qui veulent bien discuter avec nous et qui viennent pas avec des exigences. Alors, sur le problème de l'API, on n'a pas trouvé d'obstacle pour le moment. Hein. Il y a des principes de copropriété qui nous vont assez bien. Alors, c'est peut-être pour les grands groupes, c'est sans doute plus. Voilà, pour nous, ce qui nous ennuie, c'est quand on nous donne pas la propriété. Alors ça, vraiment ça, parce que nous, notre développement, c'est quand même à l'international, et ça, on peut pas accepter. Mais à partir du moment où effectivement il y a un co-investissement, c'est normal qu'il y ait un partage de la valeur. Il faut que les règles soient claires. Et par contre, on est exigeant dans la manière dont on rédige le contrat. Est-ce que si un jour il y a un divorce qui doit être fait, parce que ça, nous, on envisage ce risque-là de façon très forte, on sache le gérer, chacun récupère ses vies. Que ça se passe simplement, oui. Et ça doit se passer simplement. En tout cas, on prévoit le contrat comme ça. Et je pense que là, sur ces principes-là, aujourd'hui, nous, on avance avec l'IRT et on veut aller plus loin. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Dussault, est-ce que vous avez identifié déjà des freins qui pourraient nuire au bon fonctionnement de l'IRT ? On a parlé de l'API qui n'en est pas vraiment un, mais bon, est-ce qu'il y a des freins qui peuvent... Alors je vais revenir quand même sur ce problème de pays. Ceux qui n'ont jamais négocié avec le CNRS peuvent se dire que la pays est difficile ici. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que pour les grands groupes, alors je fais bien cette distinction.
Et en tout cas, tel que les gens de Systemix ont négocié l'API, pour nous, ça a été assez facile. C'est un projet collaboratif, donc il faut faire attention. C'est un projet qui est dans le temps, donc il faut faire attention. Mais alors, la possibilité d'avoir l'exploitation dans notre domaine, c'est en gros ce que l'on demandait. On l'a négocié, mais vraiment très facilement, comme dans beaucoup d'autres projets. Donc sur ce côté-là, il n'y a pas de difficulté. Je vois une autre difficulté parce que, bon, je suis pas payé non trop par Systemix et par Eric Perrin-Pelletier, mais je vais faire une comparaison avec d'autres expériences qu'on a dans d'autres IRT. Lesquelles? Le positionnement. Allez, on cite Jules Verne, par exemple, pour être allons-y, sympa avec eux. Bon, alors, pourquoi? Parce que il tourne sur d'autres principes, il tourne surtout avec un autre positionnement en termes de, par rapport aux entreprises, par rapport aux laboratoires de recherche, par rapport. Donc, il a une prestation, j'allais dire, plus de services que, pour l'instant, de projets collaboratifs, d'incubateurs, d'accélérateurs. Donc, évidemment, la notion de compétition, elle est sous-jacente. Et c'est pas très très simple quand on est en train de préparer les problèmes de propriété ou de partage de propriété. Je dirais que l'autre frein, là je reprends ce que vous avez dit, c'est-à-dire que nous ça n'a de sens de monter dans les IRT que si on monte avec notre écosystème, donc les Cosmo-like, les STRI-like, etc. Et pour eux, il faut absolument trouver le bon cadre. Alors moi j'aurais plutôt tendance à être très pragmatique, comme j'ai appris à l'être ici, c'est-à-dire faisons ça projet par projet et non pas de manière générale, et je doute pas qu'on arrive à trouver quelque chose. D'accord, très bien. Monsieur Morvan, je vous pose la même question. En plus, vous étiez chez Veolia Environnement, si je ne m'abuse, avant vos fonctions actuelles. Dans une vie antérieure. Une autre vie. Donc, vous connaissez les méchants grands groupes. Donc, comment ça se passe Comment ça se passe pour une PME? Ces questions de pays, vraiment, par rapport à l'IRT, est-ce que c'est risqué, dangereux, ou est-ce que ça peut se faire en bonne intelligence facilement? Est-ce que c'est risqué ou dangereux? Il faut qu'on négocie ça de façon très très fine, et je pense qu'on a réussi à obtenir des conditions qui pour nous étaient des bonnes conditions, mais c'est effectivement un vrai sujet. Ceci étant, effectivement, nous on fait très très attention à ces problématiques de pays, puisqu'on est une société logicielle, on fait du service professionnel, mais une société logicielle, c'est-à-dire comme vous, c'est-à-dire si on peut pas se prévaloir d'une manière ou d'une autre de la propriété de ce qu'on a fait, quand on lève, on lève pas, quoi. C'est simple. Sur les interactions avec les grands groupes, alors comme vous le disiez, moi j'ai eu deux vies avant celle-là, puisque d'abord j'étais académique, j'étais prof d'université. Ensuite, je suis passé du côté obscur de la force, donc j'étais directeur scientifique du groupe Veolia, et puis ensuite chez Cosmo, donc microscopique. La grande difficulté pour nous, l'IRT, on le voit aussi comme ça, il y a des grandes différences entre le monde académique et les grands groupes. Mais il y a quelque chose qui ressemble beaucoup, c'est la temporalité. Dans les grands groupes, comme dans le monde académique, alors pas forcément exactement de la même manière, mais il arrive que les choses n'aillent pas aussi vite qu'une petite start-up ait besoin que ça se fasse. Et nous, on voit l'IRT, on a pu expérimenter avec l'IRT, ça peut aussi être un moyen d'accélérer le processus. Pour un grand groupe, discuter pendant 6 mois pour savoir si on va signer un contrat ou pas, c'est assez rapide. Pour une start-up, dans 6 mois, vous êtes peut-être mort, quoi. Voilà, donc c'est un aspect qui est très important. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Ouais, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Monsieur Rosy, je peux prendre votre sentiment d'ailleurs sur cette discussion. Bon, le rôle d'un chercheur, c'est de chercher. Donc les problèmes et précisément, c'est une socialisation du travail de recherche. Donc a priori, un chercheur, lui, son rôle, c'est de publier pour tout le monde. Donc les problèmes de propriété intellectuelle ou industrielle se posent un petit peu moins. Néanmoins, il faut qu'on y fasse attention aussi. Je peux juste apporter un témoignage de l'évolution formidable au cours de ma carrière entre ce qui se passait il y a, disons, 20 ans en France et puis ce qui se passe maintenant, où effectivement c'est infiniment plus facile de se parler avec les industriels aujourd'hui, enfin les relations académiques industrielles sont infiniment plus faciles aujourd'hui. Donc moi je suis comme vous, je ne doute pas qu'on va trouver les moyens de s'entendre et de fonctionner ensemble, en particulier dans le cadre de l'IRT dans les années à venir. C'est une nécessité. Donc comme on est tous des pragmatiques, on va y arriver. Il y a quand même un dernier point sur lequel je veux insister, c'est il me semble que tout ça ne peut se faire qu'avec un soutien institutionnel, et donc un soutien y compris financier, extrêmement fort. Et donc, moi j'ai entendu Eric tout à l'heure dire qu'à l'horizon 2020,
L'IRT sera autonome. Moi, je souhaite vraiment pour ce pays que l'IRT continue à être financé bien au-delà de 2020, parce que je crois que c'est une nécessité. Ce qui n'est pas prévu pour l'instant, mais voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir? On a encore 5 minutes. Allez-y, Monsieur Morvan, je vous en prie. Je voulais pas réagir, mais comme j'ai été 20 ans prof, je peux parler autant que vous voulez sur le sujet que sur le sujet que vous voulez. Non, mais du coup, je vais réagir, parce que la parole m'est donnée. Non, sur un point en fait qui me paraît important. Alors, j'ai vraiment ma casquette de start-up. Aujourd'hui, nous, on est une start-up, on a 30 personnes, on vient de lever, on va grossir, tout va bien, on est en train de s'installer dans la Silicon Valley. On est content. Et on est ravis de travailler avec l'IRT. Pour nous, c'est possible. Par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, je voudrais juste rajouter un petit point. Je suis pas sûr que si on avait juste eu 1 an d'existence et qu'on avait été 5 ou 6, les conditions qui sont proposées pour rentrer et travailler à l'IRT auraient été simplement viables pour une start-up comme ce qu'on nous aurions été à ce moment-là. Et je pense que c'est une vraie question. Il y a la plupart des systèmes, et ce système de l'IRT marche très très bien à partir d'un certain seuil. Je crois qu'on a une vraie question à se poser pour les startups qui sont toutes petites, qui ont un très grand potentiel de croissance. Mais voilà, peut-être qu'il y a un petit trou et ça aurait du sens. Il y a peut-être un trou dans la raquette et ça pourrait avoir du sens, en tout cas, d'affiner. C'est des discussions qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir, mais je pense que c'est vraiment important parce que c'est bien d'investir dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement supérieur, mais c'est super d'investir aussi pour les maternelles parce que c'est là que se construit l'avenir. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bantegny. Vous voulez le mot de la fin? Non, je veux juste rebondir effectivement sur ce sujet-là. Étant un business angel de temps en temps, à mes moments perdus, même si STR est maintenant une ETI, donc on n'a pas vraiment ce type de problématique. Mais c'est vrai que quand vous êtes sur une taille de structure, de société qui a une dizaine de personnes, qui a 1 an ou 2, à la limite, ce qui est plus important que l'argent, c'est les références. Parce que les startups lèvent des fonds parce qu'elles ont des références, parce qu'elles ont pu bâtir des relations de confiance avec quelques groupes. Et il y a eu quelques bonnes fées autour du dossier STRL une dizaine d'années, dont Airbus, que je tiens toujours à remercier publiquement. C'était vraiment très très important. Et après, quand on s'est promené à l'international, de dire on est utilisé par Airbus quand vous allez en Chine, en Russie, au Brésil, n'importe où, c'est très important. Et donc de pouvoir faire en sorte que des collaborations entre des sociétés qui ont peu de temps d'existence, il y a assez peu de prise de risque puisqu'on est dans une logique d'expérimentation. Je veux dire, une vitrine à start-up en disant j'ai des collaborations dans le cadre de l'IRT et regardez, j'ai déjà attiré l'attention de tel ou tel grand groupe. Après, pour permettre d'avoir des levées de fonds dans lesquelles les fondateurs ne sont pas dilués, ne soient pas complètement écrabouillés par les financiers, parce que c'est quand même une chose qui existe, je pense que l'IRT pourrait jouer un rôle de vitrine absolument extraordinaire sur des logiques de création d'entreprises, que ce soit d'ailleurs par des étudiants ou par des gens qui ont un petit peu plus d'heures de vol. Merci beaucoup. Monsieur Dussault, je vous en prie. Une conclusion et un message pour Eric. J'ai envie de dire, la lutte contre le temps est le point vraiment que je trouve difficile en ce moment et qu'il faut absolument réussir au niveau de l'IRT. Tu viens de dire que Airbus vous a aidé. Aujourd'hui, le groupe Airbus, il investit partout dans le monde. Il monte des centres de recherche partout dans le monde. Donc, en tant que chercheur, moi, on me demande aujourd'hui d'aller chercher les meilleurs et d'aller travailler en Inde, en Chine, etc. ou à l'IRT. En tant que contribuable, j'aimerais bien que ça soit l'IRT. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir. Merci.